Soyez vraiment, vraiment les bienvenus. Alors, vous voyez que les foules sont à l'appel, à la réponse, mais nous serons... Ben, ne ressortez pas. Hein. Non, simplement pour monter. Bon, ne ressortez pas. Donc, nous serons filmés hein, pour que cette conférence et cette intervention d'aujourd'hui soit sur les réseaux sociaux. Puisque vous savez qu'on a, sur notre Facebook et autres, on a à peu près 10 000 personnes qui nous suivent, donc ça va être relayé. Donc, si vous intervenez, sachez que ça sera relayé. Bien. Nous fêtons 2 dates. Déjà, je parle sous le contrôle de Jean Gatel. Il y a 40 ans, il y avait un président de la République qui s'appelait François Mitterrand. Tu l'as connu, tu as siégé avec lui, qui créait pour la première fois en France un secrétariat d'État à l'économie sociale. Je précisera l'intitulé exact parce que c'est un peu plus long que ça. Bien. Et il y a une dizaine d'années, c'était la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Bien. On est dans une étape, si vous voulez, 40 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Et 10 ans après cette loi Hamon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sans ignorer les uns et les autres que la société française vit une grande crise, j'allais dire systémique, vit une grande crise systémique qui nous confronte à des enjeux vraiment de survie et de changement, et que par rapport à ça, depuis plus de 40 ans, on est dans la région où il y avait Charles Gide, hein, qui aurait été école de Nîmes, hein, c'est-à-dire quelle réponse on apporte à ces questions. Donc on est vraiment dans une actualité, on est dans une actualité qui est quand même très forte et qui nécessiterait aujourd'hui une mobilisation de toutes les énergies. Alors je lisais tout à l'heure dans un article d'un chercheur qui disait que les grandes transformations sociales se sont souvent faites dans les marges. Dans les marges, c'est-à-dire vous avez des cercles concentriques, il y a des gens qui sont à l'intérieur du cercle, mais pas loin de la sortie. Et que c'est souvent dans ces marges que les changements se sont faits. Et en fait, nous voyons bien que ce sont, alors, dans d'autres références, c'est le sel de la terre, c'est la levure qui fait lever la pâte, c'est tout ce que vous voulez. Hein, c'est des références plus judéo-chrétiennes, je dirais, en tant que telles. Mais on peut avoir conscience du fait que les grandes transformations sociales ou les grandes utopies ont été portées au départ par quelques personnes, hein, qui parfois ont été des gens qui ont crié dans le désert, tu sais, qui ont crié dans le désert, sans être entendus, et qui ont été porteurs d'idéal. Jean, pour nous, et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment marquer ces 40 ans, et je te le dis avec cœur, tu sais, je te le dis avec cœur, c'est pas de la politique politicienne, etc. Tu es celui qui a ouvert le chemin, il y a 40 ans, quand je dis, il y a des gens qui ont ouvert le chemin avant, mais qui sur un plan politique a ouvert le chemin, et depuis 40 ans, je ne veux pas dire que tu cries dans le désert, enfin, tu es de ceux qui essayent de sauver le cocotier pour que les choses bougent. Nous nous sommes rendus compte que lors de d'une élection présidentielle, le candidat qui était Benoît Hamon, le sujet de l'ESS n'était absolument pas abordé dans les grandes élections présidentielles. Nous avions, dans le cadre du réseau national de l'économie sociale et solidaire, lancé, et Reynal s'en souvient, puisqu'il avait porté avec d'autres ce sujet, nous avions lancé un appel qui avait été à l'époque signé par des milliers d'élus en France pour la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire. À l'époque, François Hollande nous avait écoutés, et il y a eu un ministre, c'est comme ça que... Et c'est notre réseau qui avait, avec d'autres, lancé l'idée qu'il fallait absolument un ministre de l'économie sociale et solidaire. Il y en a eu un, depuis il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup, et à un moment donné, on a même un vague délégué à l'économie, enfin, etc. Donc vous voyez bien que c'était hier, c'est aujourd'hui, mais je crois que même si nous ne sommes pas nombreux, l'histoire montre que ce sont souvent les utopies qui fécondent le monde, et que c'est souvent dans la marge qu'on fait changer les choses, et bien on n'a pas l'intention d'abandonner. Tant qu'on sera debout, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui y croiront et qui y regarderont, on va se battre, et on va écouter ta parole, etc. Il y avait une chanson qui disait, vous savez, mes amours, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Bon, la vie politique et l'engagement, c'est ça. Alors, chers camarades,
Je parle du prix de camaraderie. Hein. Bon, eh bien, nous allons être fraternels et on va écouter André, Jean qui va nous dire le message qu'il a nous porté. Un grand merci à toi. Bon, j'ai failli pas être là parce que je ne suis pas au meilleur de ma forme. Vous savez que je travaille beaucoup depuis que j'ai quitté mes obligations professionnelles au sein du conseil départemental du Vaucluse, où j'étais directeur de cabinet, après avoir été directeur de cabinet au sein du conseil départemental de l'Hérault, dans un temps pas si lointain que ça quand même. Depuis que j'ai donc quitté mes responsabilités professionnelles, je me consacre à essayer de prêcher la bonne parole, pour reprendre tes métaphores du désert. Il y en a quand même un à qui ça a particulièrement réussi, hein, oui, prêcher dans le désert. Bien, non, je ne vais pas faire de mauvais esprit. Et j'ai en particulier découvert que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'économie sociale et solidaire sur le plan mondial n'est absolument pas statique. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de se développer. Alors bien sûr, comme ça dérange beaucoup de gens, hein, et en particulier tous les tenants de l'idéologie dominante, parce que quand même le modèle que nous portons n'est quand même pas tout à fait le même que le leur. On n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est une réalité. Et je me suis investi donc depuis une dizaine d'années dans le développement de ce secteur, sur le plan universitaire, hein, essentiellement, sur le plan des idées, au Maghreb. Avec deux pays qui bougent beaucoup, le Maroc et la Tunisie. Et donc c'est en revenant du Maroc, où j'étais la semaine dernière, que j'ai chopé une saleté qui a fait que j'ai failli ne pas venir aujourd'hui. Bon, mais je suis là, et c'est l'essentiel. Puisqu'on en est à parler de l'internationalisation de l'ESS, il faut quand même savoir que cette année qui s'écoule, qui se termine en 2013, aura connu des bouleversements assez impressionnants. Alors qui, bien sûr, parce que tout ce qui concerne l'ESS reste un petit peu dans le domaine du confidentiel, de l'entre-soi, on n'arrive pas à percer ce que les guignols de l'information appellent le plafond de verre. Hein. On n'arrive pas véritablement à faire à apparaître et à faire reconnaître tel qu'on est. Mais il s'est passé en 1983 deux événements extrêmement importants. Tout d'abord, la reconnaissance des politiques de l'ESS au niveau de l'ONU, qui, au mois d'avril, a adopté une résolution demandant à chaque pays membre d'intégrer des politiques de développement de l'économie sociale et solidaire dans le cadre du développement durable. Alors, ça peut paraître banal, parce que l'ONU, ce machin, comme disait le général, on voit bien son inefficacité, hein, y compris à l'heure actuelle, dans une période particulièrement dramatique. Hein. Et autant j'ai beaucoup d'admiration pour Guterres, hein, parce que vraiment, ce qu'il dit, ce qu'il essaye de faire, c'est quand même assez remarquable. Hein. Autant on voit bien que c'est souvent une parole oubliée, sitôt qu'elle a été prononcée. Mais enfin, cette résolution onusienne existe, et elle s'impose donc à l'ensemble des pays membres de l'ONU, c'est-à-dire pratiquement tous les États reconnus sur le niveau de la planète. C'est quand même un signe dont je ne sais pas si on mesure encore la réalité concrète, parce que c'est voir une résolution de l'ONU votée à l'unanimité, partagée, enfin, sauf quelques abstentions, partagée par l'ensemble des quelques, je sais pas, il y a plus de 180 pays membres de l'ONU, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, il faut regarder sur Google tout de suite, de façon à ce que je puisse rectifier. C'est quand même un événement très important. Le deuxième fait, c'est que cette même injonction donnée aux États membres
de développer leur politique sectorielle d'économie sociale et solidaire a été lancée par l'Union européenne. Alors là, on est beaucoup plus près de chez nous, hein, et on peut penser qu'on est sur un terrain beaucoup plus efficace et beaucoup plus pragmatique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, hein, il y a maintenant 2 mois de cela, je ne sais pas, je mélange un petit peu les dates, et puis comme je suis particulièrement fatigué, je n'arrive pas tout à fait à tout remettre dans son contexte. Mais l'Union européenne a demandé donc à chaque pays membre de définir un programme d'action pour l'économie sociale et solidaire à l'horizon 2015. Donc c'est une injonction. Bon, alors bien sûr, ça n'est qu'une injonction, avec tout ce que peut comporter ce type de formulation dans une Union européenne qui est ballottée à tout va. Hein. On le voit bien, c'est extrêmement difficile de faire véritablement exister une Europe telle qu'on la souhaiterait. Hein. Et des vents mauvais en plus continuent à se lever. Hein. Vous avez entendu les résultats des élections législatives aux Pays-Bas, où l'extrême droite vient de faire une percée spectaculaire, et que le responsable, qui ne sera certainement pas Premier ministre, parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de coalition, a déjà dit qu'il entamait une demande de sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Donc tout ça n'est pas... Bon, tout ça c'est bien sûr du jeu souvent politicien de bas étage, hein, détestable, méprisable. Mais ça montre bien quand même que cette Union européenne, elle n'arrive pas à s'ancrer, et on le voit encore d'autant plus hein, dans les moments géostratégiques que nous connaissons, où la parole de l'Europe n'existe pas. Il n'y a pas de parole européenne. Il y a la parole américaine, hein, qui relaie la parole israélienne, et puis la parole des différents États membres de l'Union européenne, qui plus ou moins prou, hein, en fonction des déclarations, qui peuvent être contredites le lendemain d'ailleurs, affichent leur adhésion aux politiques et aux déclarations américaines. Et donc, la volonté du président Mitterrand, hein, puisque c'était la sienne, de créer ce secrétariat d'État qui s'appelait Économie sociale, parce que François Mitterrand était très conscient qu'il fallait donner toute leur part à ces grands mouvements qui étaient nés au cours du 19e et 20e siècle, hein, qui avaient fondé une partie du développement économique et social français, que sont le coopérativisme, le mutualisme et l'associationnisme, et qu'il était grand temps de reconnaître le rôle qu'ils avaient joué dans le développement de notre pays, même si ce rôle était très souvent méconnu. Donc il y avait à la fois une volonté de reconnaître hein, des militants de la solidarité, des militants qui œuvraient souvent dans le social, hein, dans la réponse à l'urgence, des militants qui avaient créé une autre forme d'entreprendre, puisque finalement l'économie sociale, c'est une forme d'entreprise, mais c'est une forme d'entreprendre autrement, avec d'autres critères que ceux de l'entreprise classique. Je ne vais pas rappeler tout ce que tout le monde sait ici. Et donc, François Mitterrand croyait au développement des territoires, croyait à la capacité qu'avaient les territoires dans une période de très très grande crise. En 1984, nous sommes dans la crise majeure du capitalisme français, hein, du capitalisme national, avec la disparition progressive du charbonnage, de la sidérurgie, du textile, des chantiers navals, d'une partie de l'industrie automobile. Donc on est dans une période de traumatisme extrêmement grave, hein, pour un pays qui, depuis la révolution industrielle, avait fait de ces 5 secteurs les 5 coursiers, en quelque sorte, de son développement économique et social. Et donc face à ce qui était l'écroulement d'une partie du tissu économique, il y avait la perception que pour reconstruire ce tissu économique, il fallait compter sur les initiatives citoyennes. Il fallait laisser les gens, les hommes et les femmes, sur le terrain, essayer de réparer ce qui était en train d'être déchiré, hein, par les grandes mutations du capitalisme mondial, et de se battre pour que leur territoire continue à vivre. Et il y a eu des batailles sur les territoires qui ont été absolument exemplaires, hein, et d'ailleurs pas très loin d'ici, hein, il y a eu des batailles, en particulier
pour continuer à vivre et travailler au pays. Hein. Je me rappelle en particulier de tout ce qui s'est passé autour de Decazeville, qui était un exemple de cité, de terroir industriel voué à la disparition et à la nécessité de la reconversion. Donc ce secrétariat d'État, il est né. J'avais deux grandes tâches que je crois avoir à peu près remplies. Celle d'abord d'unifier le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui ne l'avait pas véritablement jamais été. Les coopératives faisaient leur petit bout de chemin, et elles avaient leur structure nationale, les mutuelles de même, les associations moins bien organisées, beaucoup plus diffuses, essayaient également, elles aussi, de trouver leur place. Mais il avait fallu attendre 1978 et la charte du CLAMCA, le comité de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives, pour qu'enfin il y ait un semblant d'unité entre ces trois familles qui jusqu'à présent avaient cheminé chacune de leur côté. Mailler le territoire d'un certain nombre de lieux où il se passait quelque chose, où il y avait des initiatives. J'avais lancé 40 opérations de développement local partenarial qui nécessitaient une rencontre des différents partenaires au niveau d'un territoire, partenaires publics, privés, administratifs, associatifs, autour d'un projet de territoire, de façon à les amener à travailler ensemble et de faire en sorte qu'à partir de ce projet de territoire se créent de nouvelles activités, de nouveaux emplois, et les réponses sur le territoire qui n'étaient pas jusqu'à présent apportées aux citoyens et aux citoyennes. Alors c'est pour ça que lorsque je vois que certains s'enorgueillissent de la réussite des PTCE, bon, je ne suis pas méchant, donc ça n'a jamais été mon tempérament. Enfin, ça me fait un petit peu doucement rire, parce que tout ça, je l'avais fait il y a 40 ans. Bon, le problème, c'est que ce secrétariat d'État n'a eu aucun appui. Il n'a pas eu d'appui politique, et de tous les partis d'ailleurs, y compris du mien. Et donc, il a créé un sillon. Et puis en 1986, eh bien, le bel espoir est un petit peu retombé. Ça a été la première cohabitation Chirac. Et tout ce qui avait été fait, et en particulier quelque chose dont je suis assez fier, dont il faudrait d'ailleurs peut-être le remettre au goût du jour, puisque Mme Grégoire cherche des idées pour un nouveau plan de développement de l'économie sociale. Je vais lui suggérer de réhabiliter ce que j'avais fait entre 84 et 86, c'est-à-dire des contrats d'objectifs avec des structures. Donc des grosses associations, des grosses fédérations d'associations, des coopératives, des mouvements coopératifs. J'avais passé en particulier un contrat d'objectif avec les SCOP, on peut le passer maintenant avec les SCOP et les SIC, on peut le passer avec des unions d'associations, en particulier dans le secteur sanitaire et social, dans lequel les deux parties, donc la partie publique et la partie économie sociale, co-contractualisent sur des objectifs précis qu'ils s'engagent à réaliser dans le respect de l'un et de l'autre, et finalement tout ça avait plutôt bien marché. L'économie sociale, qu'on appelle toujours au secours quand il y a la crise, est à nouveau un petit peu marginalisée. Et il faudra attendre le gouvernement de Lionel Jospin pour qu'il y ait une deuxième avancée significative en 2000 avec la création du secrétariat d'État à l'économie solidaire. Alors, j'ai jamais eu beaucoup d'atomes crochus avec Guy Asquette, parce que d'abord je ne l'ai jamais rencontré, et puis bon, son passage au gouvernement ne m'a pas bouleversé, mais quand même, le seul fait de créer un secrétariat d'État qui s'appelait économie solidaire était en soi extrêmement important, parce qu'on sortait d'un cadre juridique, et on rentrait dans un cadre beaucoup plus vaste. La solidarité, ça peut, au niveau d'un territoire, se démontrer, se créer de différentes façons. Et ce n'est pas obligatoire de passer par les trois familles sacro-saintes qui ont composé le passé glorieux de l'économie sociale française, mutuelle, association et coopérative. Donc là, il y a une idée qui était quand même très intéressante, de privilégier le projet plutôt que la structure juridique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à ce qui va se passer sur le territoire,
comme changement, comme mobilisation, comme prise en compte des énergies, comme volonté de créer quelque chose, de créer des liens, plutôt que, peu importe la forme finalement que ça prend. L'essentiel, c'est que l'objet ait été réalisé. Alors, l'objet pouvant être d'abord un objet social, nous sommes dans les années 2000 dans une période donc, de montée qui n'a cessé d'ailleurs jusqu'à maintenant, de la précarité, de la pauvreté, de l'exclusion, et donc il faut véritablement que les territoires se mobilisent aux côtés de tous ceux qui peuvent lutter contre ces inégalités, ces exclusions, dans le domaine social, dans le domaine culturel, y compris même dans le domaine sportif, dans le domaine économique, avec toutes les politiques d'insertion par économique. Et donc c'est une deuxième avancée importante. La création du ministère, enfin, délégué à l'économie sociale, confié donc à Benoît Hamon, mais dont l'erreur, à mon avis, monumentale, mais qui, quand on regarde ensuite ce qui s'est passé, n'est pas si étonnante que ça, est confiée à Bercy, ce qui, à mon avis, est la pire des conneries qu'on puisse faire, parce que confier un ministère d'innovation, de créativité, d'expérimentation, dans ce qui est la plus féroce des forteresses technocratiques françaises, à savoir le ministère de l'économie et des finances, mais comment est-ce qu'on a pu imaginer un tel ratage, quoi, comme si l'économie sociale, dans le gigantesque paquebot de Bercy, qui est bourré de techno, qui savent tout faire, les inspecteurs des impôts, tout ça, ils savent plus que vous en avez fait, ils savent en une journée plus que ce que vous en avez fait en une vie, ils savent tout, ils ont des réponses à tout, ils ont des schémas macroéconomiques qui sortent à un moment donné, crac, voilà la réponse, etc. Qui se termine toujours d'ailleurs, il faut faire des économies. Et donc... Petit arrêt sur l'image, et quand tu es reçu par le ministre de l'économie sociale, par Olivier Grégoire, par son cabinet, et tu vas à Bercy, ce qui était mon cas, j'étais avec David, il nous a fallu une demi-heure pour trouver l'endroit où se trouvaient les bureaux du ministre. Il m'est arrivé la même... C'est une petite anecdote. Il m'est arrivé la même mésaventure lorsque j'ai rencontré Benoît Hamon après sa nomination à Bercy, et j'ai tourné au moins 20 minutes pour arriver à trouver ces modestes bureaux dans l'enfer technocratique de Bercy. Donc l'idée du ministère était bonne, le placer là où il était n'était pas bon. Et on a donc demandé une feuille de route à Benoît qu'il a parfaitement remplie, qui est celle de la loi du 31 juillet 2014, dont nous allons entamer effectivement l'évaluation, puisque nous sommes encore en 2013. Donc là, à partir du 1er janvier, on rentre dans une période d'évaluation. Alors quelques grands acteurs se sont déjà situés sur cette loi. En particulier, il y a un rapport absolument excellent du comité économique et social et environnemental sur l'évaluation de cette loi. Une étude qui a été dirigée par Frédéric Tiberghien, ancien délégué interministériel. Exactement, qui est un type remarquable, et voilà, qui a fait déjà du très très beau travail. Donc je vous invite, alors le pavé est extrêmement lourd, comme tous les avis du CE et CE, mais il y a dedans des choses tout à fait intéressantes. On ne voit pas véritablement dans les écrits des modifications substantielles par rapport à la loi de 2014, et en particulier les articles 1 et 2 qui créent la définition de l'économie sociale et solidaire ne sont pas remis en cause par ces experts, et en cela ils sont rejoints par les équipes de SS France et différentes structures qui sont très immergées dans l'économie sociale et solidaire et qui ont déjà rendu partiellement ou totalement des avis sur la loi à évaluer. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre sur le plan de l'écrit, et c'est très bien d'ailleurs comme ça, parce que finalement c'est la référence française de l'article 1 et de l'article 2 qui ont fait référence à l'ONU et au niveau de l'Union européenne. Donc ce serait quand même absolument stupide de notre part de remettre en cause une définition qui a été adoptée dans le monde entier. Alors, par contre, tout le monde s'accorde à dire qu'il y en a marre qu'on soit uniquement dans le domaine
verbiage, quoi, hein, et des déclarations d'intention. Et que le grand problème de l'économie sociale, c'est premièrement son manque de reconnaissance idéologique, mais ça je crois que c'est pas Olivier Grégoire qui va régler le problème, hein. Elle porte une pensée qui est une pensée néolibérale, donc on ne va pas attendre d'elle qu'elle la remette en cause. On pourrait par contre attendre qu'elle essaye de rééquilibrer en quelque sorte, hein, le modèle de développement français par une part plus importante prise par les entreprises de l'économie sociale et solidaire en leur donnant les moyens de se développer. Or, sur le plan budgétaire, les crédits affectés à l'économie sociale sont dramatiquement bas. Hein, 20 millions par an. Est-ce que vous vous rendez compte, hein, sur un budget de 350 milliards? Bon, donc c'est donner vraiment de la pâtée au cochon, que nous ne sommes pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas véritablement un changement d'échelle sur le plan budgétaire, eh bien, on n'arrivera à rien. Alors, il y a des recommandations également qui consistent à lui dire qu'il faut faire une loi de programmation pluriannuelle, du style de ce que je viens de décrire, hein, passer des contrats d'objectifs pour essayer de développer tel ou tel secteur avec tel ou tel moyen, telle ou telle compétence, telle ou telle marque. Voilà. Donc, est-ce que, cher Pascal, j'ai répondu à ta première question, c'est-à-dire comment faire cohabiter les 40 ans de politique publique, tu vois, sur lequel je suis quand même très lucide, hein, et très, très réservé finalement, hein, parce que il y a eu beaucoup de travail de militants, hein, ça c'est évident. Il y a eu beaucoup de travail de gens qui sont passionnés par ce secteur de l'économie sociale et solidaire, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on nous a laissés dans une espèce de désert, à la fois idéologique, hein, mais ça c'est lié aux idées dominantes qui encadrent l'économie mondiale à l'heure actuelle, pour le moment, hein, parce que, à mon avis, il va y avoir des retours de manivelle assez graves. Je vais en parler dans la deuxième partie de mon intervention. Et également sur le plan financier, où nous avons quand même été vraiment les parents pauvres, hein, du développement budgétaire. Alors, dans tout cet état, mais que je reprendrai plus en détail, que je te ferai passer, que tu pourras faire diffuser, etc., il y a quand même un élément qui est important, c'est la prise de conscience des collectivités territoriales. Ça, c'est quand même un élément très important parce que on se retrouve dans une situation où l'essentiel des politiques publiques en direction de l'ESS sont désormais portées par les collectivités territoriales. Enfin, je vais dire certaines collectivités territoriales, hein, qui ont véritablement décidé de mettre dans leur stratégie de développement régional, hein, une large part consacrée à l'économie sociale et solidaire. Il y a vraiment des contrats de plan régional, hein, sur les schémas de développement économique régional, hein, qui prennent véritablement en compte l'économie sociale et solidaire. Et moi je regrette vraiment, un regret supplémentaire, parce que l'erreur vient de mon camp, une fois de plus, hein, enfin, ce camp que j'ai quitté avant qu'il ne sombre complètement, c'est la loi Valls, que tu vois complètement imbécile. Hein, la fusion des régions, c'est totalement incongru. Et puis, le fait de déposséder les départements de leur capacité d'intervention économique, c'est d'un ridicule, mais absolument... je ne sais pas s'il faut être énarque pour penser un truc pareil. Alors, on demande à la région de penser le développement économique et au département de faire les réparations sociales. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... On clive bien, hein, les deux champs. L'économique, hein, donc c'est prestigieux finalement, hein, donc aux régions. Et puis le social, ben, le social c'est ce qui répare tous les dégâts causés par un développement économique qui n'est pas régulé et qui n'est pas maîtrisé. Tu as articulé ton propos en plusieurs étapes. Si tu avais répondu à la question, parce que je crois que c'est important de se dire, pour chacun d'entre nous, où on était, où on est et où on va. Alors, je crois que tu as bien précisé d'où on vient, hein, du 19e siècle au 20e siècle, et le travail qui a été fait. Donc ça, c'est effectivement un axe important, où on était. Bon, on voit bien où on est aujourd'hui, et tu montres les impensés et les incohérences, monsieur. Moi, ce qui me semble important dans ce que tu dis, bon, il y a la question budgétaire. Bon,
c'est sûr que retrouver un tout petit bureau, c'est le 3e placard à Bercy, c'est le ministère de l'économie sociale, bon, ça c'est certainement, ça c'est un indicateur. Mais il y a la question, derrière tout ça, des mentalités, des représentations. Bon, tu évoques ton camp, Jean fus jadis avec Michel Rocard, tu sais, Jean fus jadis, bon, qui a déserté un petit peu, je dirais, qui n'a pas enchanté la société en tant que telle. Mais quand on regarde l'histoire du mouvement coopératif ou mutualiste dans le midi, les agriculteurs, les viticulteurs qui se réunissent, qui se fédèrent, on avait des réseaux de gens qui partaient du terrain, et qui ont essayé de se mettre en coopérative, en mutuelle, etc. Et aujourd'hui, tout ça, c'est très loin de tout le monde. Parce que, en fait, quand on gère une commune, moi je participe à la gestion d'une ville, on se sent un peu dépossédé par l'état de beaucoup de choses. Alors, plus on est prêt. Alors, je dis toujours, quand les gens vont dans une de mes rues où il y avait des trous, vous savez, il y avait beaucoup de trous, c'était quelque chose qui appartenait au ministère de l'Éducation nationale. Et à côté, les rues, elles étaient bien bitumées, vous savez. Et je dis, voilà, quand vous passez sur le bitume, où il n'y a pas de problème, c'est la ville. Parce que le maire, vous pouvez l'engueuler, il a porté l'engueulade. Mais l'État, vous ne pouvez pas. Vous pouvez gueuler, mais... Donc, pardon, je te fais un petit truc, parce que ce que tu dis là, c'est pour redonner un peu une illustration de ton propos, c'est que où on était, où on est, et maintenant, la vraie question, c'est où on va, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, sans être totalement désespéré. Oui, je vais essayer. Voilà. On a besoin que tu nous donnes de l'espérance. Voilà. Difficile, mais pas impossible. Bon, alors, je vais effectivement basculer dans la deuxième partie de mon intervention. Hein. La première, d'ailleurs, n'était pas tout à fait prévue, mais bon, c'est bien qu'elle ait eu lieu. Pour vous présenter un petit peu le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Demain, il sera trop tard ». Comment peut-on sortir de la crise systémique du capitalisme? Alors, bon, c'est pas très facile de réfléchir à ces problèmes-là dans les temps qui courent, hein, parce qu'on est tous, en tant qu'hommes et femmes, vivant sur cette planète, soumis à tellement et tellement de spots d'alarme viennant de tous côtés, qu'il devient extrêmement difficile de réfléchir, extrêmement difficile de garder la tête froide, extrêmement difficile d'essayer de relier l'émotionnel au rationnel, sans tomber dans l'émotionnel à outrance, sans l'oublier, hein, mais toujours en privilégiant le rationnel. Et les exemples que nous avons depuis quelques semaines font craindre parfois le pire, avec des analyses à l'emporte-pièce, des méconnaissances, mais absolument ahurissantes de l'histoire. C'est là où on se rend compte de la déculturation qu'il y a pu y avoir dans la société française depuis un demi-siècle, hein, des gens qui n'ont plus de compétences en matière géographique ou en matière historique, qui viennent vous donner des leçons, qui viennent imposer leur vérité, voilà, qui ne supportent pas qu'on les contrarie, ne serait-ce que par un mot, par un verbe, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile d'arriver à garder la tête froide dans un moment tel que celui qu'on vit. Et c'est pourtant nécessaire, parce que les événements géostratégiques que nous vivons, ils sont graves, bien sûr, hein, terrifiants, mais ils ne sont qu'une partie de ce qui est en train de se passer dans nos vies. Et l'autre partie, on n'en est pas peut-être suffisamment conscient. Hein. Alors, il y a l'immédiat, hein, mais il y a également ce qui continue comme un espèce de lent flux qui est là constamment et qui enfle et qui un jour submergera d'ailleurs cette terrible déflagration de l'histoire. Alors, j'avais écrit mon premier bouquin, Économie sociale, un nouveau modèle de développement, pendant le premier Covid. Je me disais que c'était un petit peu idiot de ne pas utiliser cette période
où nous étions chez nous confinés pour ne pas être utile au reste de la société et ne pas dire donc des choses qu'on avait envie de dire et surtout qu'on avait faites. Donc j'avais écrit Économie sociale et solidaire pour un nouveau modèle de développement. C'est un petit bouquin qui est en 2 parties. Hein. Une première partie qui est une partie très historique, hein, qui fait l'histoire des grands mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, mutualistes, coopératifs et associatifs en France depuis le 19e siècle, avec ces écoles absolument extraordinaires de pensée qui ont été celles de Gide, de Proudhon, de Forestier, de Gaudin, etc. Enfin, tous les grands socialistes utopistes, hein. D'ailleurs, ils n'étaient pas forcément socialistes, les grands utopistes. Hein. Et j'avais été très alerté à la fin de ce bouquin par le fait que quand même je sentais par-delà une simple réflexion sur l'économie sociale qu'il y avait derrière des choses plus importantes qui étaient en train de se mettre en place. N'oublions pas que nous sommes en 2020 quand j'écris ce bouquin et que un certain nombre de problèmes qui ont pris une acuité gravissime ne l'étaient pas encore. Mais ça se pressentait. Hein. Bon, donc premier Covid. Et assez stupéfiant, cette période du premier Covid nous a amené, certains d'entre nous, militants, comme Pascal et moi, à une espèce de première découverte, à savoir qu'il se passait des choses à la fin du Covid qui étaient encore impensables quelques mois auparavant. Qu'un certain nombre de façons d'être, de consommer, de produire avaient été brusquement, en l'espace de quelques semaines, balayées par la crise sanitaire extraordinaire qui nous a submergés et qu'elle a fait prendre conscience à pas mal de monde que la mondialisation qui était en train de se construire était une mondialisation malheureuse et qu'il fallait, face aux premières conséquences de cette mondialisation malheureuse, réagir. Parce qu'on s'est rendu compte brusquement, hein, en pleine crise sanitaire, qu'on n'était pas plus capable en France de fabriquer des masques, qu'on n'était plus capable de fabriquer des respirateurs, qu'on n'était plus capable même d'avoir des médicaments dont tous les ingrédients sont fabriqués à Taïwan ou en Chine, qu'on était complètement dépendant hein, et qu'on avait cru à une espèce de mondialisation heureuse où tout le monde avait trouvé sa place et puis je te passe du sel, tu me passes du sucre, etc., etc. Donc tout ça, finalement, se révélait être une belle histoire qui n'a jamais existé, avec toujours des pays exploitants et des pays exploités. Mais on a vu un ferment d'utopisme. Les gens découvrent brusquement la réalité du local. Bah, évidemment, ils peuvent plus se déplacer, donc ils regardent autour d'eux ce qui se passe. On voit ressurgir dans des épiceries solidaires des produits du terroir hein, qui éjectent les produits de la grande distribution. On voit se mettre en place des marchés courts hein, qui rapprochent le producteur du consommateur. On voit se créer de nouveaux modes de transport, hein, puis alternatifs, beaucoup plus sobres dans leur consommation d'énergie. On voit des initiatives prises ici ou là. Et puis surtout, on voit une espèce de prise de conscience quand même de l'absurdité du système. Est-ce qu'on est vraiment condamné pour être heureux à avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus? Et il y a dans cette période des premières réflexions qui vont d'ailleurs nourrir l'école de la décroissance, hein, qui sont extrêmement intéressantes. On a abandonné finalement des champs entiers de l'être, hein, son épanouissement culturel, l'épanouissement affectif, l'épanouissement corporel également, après tout, pourquoi pas, hein, pour finalement se consacrer à ce monde des objets, hein, et les choses, hein, comme disait Georges Perec, il y a 40 ans de cela, même avant, hein, 50 ans de cela, quand il décrit dans un couple des années... Vous avez lu les choses, Georges Perec? Ah ben, écoutez, dès ce soir, lisez-le, parce que vraiment, c'est extraordinaire. Georges Perec a écrit dans les années 60-70 un essai
qui est le récit d'un jeune couple qui arrive enfin sur le marché du travail et qui se dit, ça y est, on va atteindre le bonheur, parce qu'ils ont été baignés dans cette ambiance des 30 Glorieuses, hein, où tout progrès se traduisait d'une façon quantitative. Hein. On avait un réfrigérateur, c'était un pas de plus vers le bonheur. On avait une machine à laver et un lave-vaisselle, alors là c'était 2 pas de plus vers le bonheur. Hein. On avait une automobile, bon, c'était le Graal. Hein, donc, et la télévision en couleur. Et la télévision en couleur. Donc c'était sans arrêt transformer finalement le progrès en quantité. Et donc c'est vrai que Pérec montre peu à peu que ce couple qui est complètement subjugué par tout l'environnement, en plus que ça sous-entend, hein, la publicité à outrance, enfin bon, bref, nous sommes dans le Black Friday hein, actuellement. Hein, tout ça n'est pas neutre, on n'est pas si loin. Hein, bon. Bref, on ne savait plus très bien comment faire vendre des choses aux gens. Ben maintenant, on a inventé un truc qui fait que le Black Friday, ça dure toute une semaine. Hein, donc voilà, puis dans quelques années, ce sera peut-être pendant 15 jours, puis après pendant un mois. L'essentiel, c'est de vendre. Il faut vendre. Hein, et puis, vous, consommateurs, hein, consommez et taisez-vous. Voilà, c'est tout ce que vous avez à dire. Et puis, regardez bien les spots publicitaires hein, qui vous endorment doucement, hein, chaque soir avant 20h, hein, et avant 20h, donc on vous explique comment maigrir, hein, comme si d'abord comment maigrir ne pouvait pas passer par une meilleure alimentation, une alimentation de qualité, une alimentation raisonnable. On vous dit que la nouvelle perle sur le marché automobile, c'est une automobile qui parle, qui dit, etc. Alors qu'on demande simplement à une automobile de rouler hein, et de nous transporter d'un point à un autre. Bref, tout ça est assez... il faut garder un certain détachement, une certaine ironie. Bien, et puis tout est retombé. En l'espace de quelques mois, cette espèce d'utopie liée à ce qui se passait en l'an 2000 est retombée. Et puis on a réintégré hein, la matrice. Et la matrice, c'est celle du modèle de développement économique, hein, c'est-à-dire c'est une matrice qui est basée sur produire toujours plus, consommer toujours plus et échanger toujours plus. C'est vraiment très très simple. Hein. Alors consommer toujours plus, ça veut dire créer sans arrêt de nouveaux besoins, hein, ou bien faire en sorte que les produits que vous consommez sont de plus en plus fragiles, non réparables et soumis à l'obsolescence programmée. Il faut consommer, il faut créer donc de nouveaux gadgets sans arrêt, le nouvel iPhone qui prend des photos plus éclairantes que l'ancien, etc. On ne se pose pas le problème de savoir pourquoi un iPhone, ça ne dure pas plus de 6 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de pixels dans sa caméra que l'ancien. Puis si vous êtes resté, comme moi, à l'iPhone 7, alors là, vraiment, vous êtes bon pour le Père Lachaise, quoi, hein, parce que vous n'avez rien compris à rien, et que comment est-ce qu'on peut se priver des moyens de communication aussi brillants, aussi réputés. Bon, moi, j'ai rien contre les téléphones mobiles, hein, j'ai le mien, et je suis en train d'enregistrer notre conférence. Mais il y a quand même des degrés à l'accumulation hein, qui deviennent assez insupportables. Alors, oui, tout ça étant, bien sûr, entouré par toutes les campagnes de publicitaires, je viens de le dire, hein, et puis des choix hein, dans lesquels on accompagne ce toujours plus, sans jamais le remettre en question, consommer plus, donc produire plus, et donc échanger plus. Alors ça s'est conforté, ce modèle, hein, y compris maintenant, par des choix politiques, hein, délibérés, condamnables, hautement condamnables. On continue à faire du tout routier en France, alors qu'il faudrait faire du tout ferroviaire. Bon, voilà un exemple hein, concret qu'on pourrait immédiatement mettre en œuvre, hein, plutôt que de lancer sur les routes françaises, et nous venons avec Maglone de l'Île-sur-la-Sorgue, où on a croisé donc 2 files de camions espagnols sur l'autoroute. Hein, voilà, c'est inimaginable quoi, hein, qu'on n'ait pas conçu et qu'on ne conçoive toujours pas un plan de développement du fret ferroviaire. Pire, même lorsqu'il existe, on le supprime. Donc,
voilà, des mesures politiques qui sont quand même qui ont de très grandes conséquences. Hein. On sait très bien que le glyphosate est un pesticide terrible qui tue la flore, la faune, qui est ravageur, hein, qui crée des cancers et tout, et on continue au nom de la productivité agricole, alors qu'il faudrait penser à un autre modèle agricole complètement sorti du productivisme, avec une agriculture raisonnée, raisonnable, qui ne se... Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ce qui est à l'heure actuelle. Alors le deuxième bouquin, donc sur Demain il sera trop tard, celui-là, je le commence par, dans la continuité de ce que je viens de dire d'ailleurs, par un état des lieux, et un état des lieux de toutes les crises qui nous sont tombées sur la tête depuis 4 ans. Donc la crise sanitaire, la crise écologique, celle-là elle est beaucoup plus... oui, alors la crise sanitaire au passage, hein, je suis un exemple vivant qu'elle n'est pas terminée. Hein. Parce que, d'abord, on ne sait pas s'il ne va pas apparaître de nouveaux virus, compte tenu que les conditions d'apparition des premiers virus du Covid sont toujours réunies. Hein. Vous savez que le Covid, il est né d'une rupture au niveau du vivant, entre des espèces qui étaient complètement confinées dans des réserves forestières ou autres, qui ont brusquement été mis en contact avec l'homme, et des virus que nous ne connaissions pas sont brusquement apparus. Rien ne nous dit qu'il n'y en ait pas d'autres derrière. Hein. Et vous savez que la plus grande crainte des virologues, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, les spécialistes des virus, c'est la fonte du permafrost, qui est cette pellicule de glace qui est dans la toundra sibérienne, hein, et qui fond progressivement, et qui va libérer des bactéries et des virus qui sont vieux comme un militant. Et alors, comment est-ce qu'on va trouver les moyens de les éradier, ceux-là? Ça va être notre paire de manches. J'ai l'impression que pour Bruno Le Maire, la croissance, c'est la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il faut aller lui porter les fleurs devant sa statue tous les soirs. Hein, et vraiment dire dans la croissance, je vous assure que nous sommes là, nous faisons tout pour vous être agréable. Tu parles de la religion catholique. Hein. Oui, non, mais je ne parle que de la mienne, bien sûr, parce que qui aime bien, nous avons la provocation. Qui aime bien châtie bien. Et donc, effectivement, on a l'impression, et puis on n'entend pas une seule voix dans ces penseurs néolibéraux qui émettent un moindre doute sur ce dogme, quoi. La croissance à l'infini, la croissance, toujours, il faut faire 1,5 point de plus de taux de croissance, c'est le bonheur absolu. Dans un monde, une croissance infinie dans un monde qui est fini, ça marche comment? On ne sait pas, mais pour le moment, on fait. Hein. C'est le règne du court terme. Hein, peu importe, c'est finalement, après moi le déluge, hein, on est revenu à Louis XIV, hein, pour les générations futures, on s'en fout, hein, pourvu qu'on fasse du fric, qu'on ait des yachts, qu'on ait des... Bref. Voilà le triste constat, hein, qui peut être fait, hein, avec donc un modèle de développement qui est en bout de course, hein, qui oppresse l'homme et la nature, qui suppose un marché toujours en extension, qui repousse d'ailleurs les limites du marché jusqu'à l'insupportable. Hein. L'attaque qui est faite depuis quelques années en France contre les services publics relève de la même logique. Hein. Il faut tout privatiser. Hein. Donc il restait 2 bastions en France, dans la France républicaine, hein, la santé et l'éducation. On voit bien que se dessinent des tentatives d'y mettre un terme. Hein. Et qu'on assiste à une privatisation des communs. Hein, la privatisation de l'eau, par exemple, c'est une privatisation d'un commun, toujours pour aller dans le sens d'un plus grand développement du marché. Alors, le constat est quand même là, hein, les rapports du GIEC, et personne apparemment ne bouge. Alors, pour passer directement et terminer, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'on est mal barré. On se dit qu'on est mal barré, mais que comme on est des militants, on ne va pas se laisser abattre. Hein, que ça fait, pour ma part, plus de 60 ans que je me bats, que je ne veux pas m'arrêter là.
hein, même si certains voudraient me voir quitter la scène assez vite. Bon, donc d'abord il faut résister, hein, résister constamment partout, résister à cette espèce de logique néolibérale absolument implacable qui laisse supposer qu'il n'y a aucun autre moyen, aucun autre modèle de développement que celui qui nous est imposé à l'heure actuelle. C'est une première résistance, hein, elle est idéologique, elle passe par chacun d'entre nous, hein, de résister par rapport à cette espèce de pression que nous ressentons tous les jours et qui a été multipliée par l'arrivée dans notre paysage audiovisuel par les chaînes Bolloré. Hein, qui ont un seul dessein, qui est celui de servir l'ultralibéralisme et le libéralisme porté jusqu'à sa caricature, comme l'élection à la tronçonneuse. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Un chef d'État, l'un des plus grands États en plus de l'Amérique du Sud, qui a été élu en produisant une tronçonneuse et en disant « je vais tronçonner les services publics, je vais faire rendre gorge aux fonctionnaires et aux services publics en Argentine. » Il a tout enlevé, il y a une vidéo qui tourne où il enlève les services sociaux. J'enlève l'école, le ministère de l'Éducation nationale. Bon, alors, premièrement, on résiste. Alors. Et on résiste en particulier sur le maintien des services publics. Hein? Non mais, oui, jusque-là tu es d'accord. Hein? Mais vraiment en s'argumentant sur le maintien des services publics. Et en essayant de faire en sorte que ces services publics continuent à remplir le rôle de cohésion sociale qu'ils ont joué jusqu'à présent. Troisièmement, il faut reviser à une certaine indépendance par rapport à la mondialisation. Je crois que nous devons progressivement enclencher un processus qui consiste à sortir progressivement de la mondialisation. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a vraisemblablement une prise de conscience dans un certain nombre de pays développés. Hein, le nôtre, par exemple, il y a une prise de conscience, hein, on ne peut pas le nier. On voit les défilés des jeunes également en pays scandinaves. Donc il y a une prise de conscience. Le problème, c'est que on est confronté à un modèle de développement qui est mondial, donc qui englobe tout et n'importe quoi, qui englobe les pays riches et les pays pauvres, les pays développés et les pays en voie de développement, les pays complètement paupérisés, et c'est extrêmement difficile de tenir un discours commun. Comment voulez-vous dire à un Bangladesh qui gagne 10 € par mois ou 100 € par mois qu'il faut qu'il rentre dans une spirale vertueuse de la décroissance? Il ne va pas comprendre ce que vous dites. Donc, il faut véritablement des réponses qui soient appropriées, je dirais presque continent par continent. Et ça passe par une indépendance de chacun de ces continents. Alors la France, elle n'a plus maintenant les moyens d'être un îlot de résistance, là, avec le drapeau bleu rouge, Gavroche, les barricades, 1848, 1871, 1936, 1945, etc. Voilà, 81, et puis bon. Donc il faut essayer de reconstruire une indépendance européenne. Et moi je crois que, quelles que soient les difficultés, il faut véritablement que ça devienne une priorité, et en particulier reconstruire les secteurs dont nous avons été dépossédés par les multinationales et qui sont des secteurs absolument nécessaires au développement de notre pays. Hein, reconstruire une industrie pharmaceutique digne de ce nom, reconstruire des filières d'énergie douce dignes de ce nom, reconstruire des filières alimentaires dignes de ce nom. Voilà, donc il y a un énorme travail de recomposition de nos autonomies territoriales, en passant peut-être par quand même le niveau le plus élevé, c'est-à-dire le niveau européen, et puis ensuite en déclinant au niveau national et au niveau territorial, mais que les trois niveaux aillent un petit peu dans le même sens, sur le sens d'une reconquête de l'indépendance, hein, à la fois dans la consommation et dans la production des biens et des services. Bon, parier sur les initiatives locales, ça je l'ai dit, je l'ai répété, je crois vraiment que c'est là la réponse la plus importante, hein. C'est peut-être également la plus facile à faire, immédiatement, parce qu'on voit bien, moi je suis assez surpris, hein, je me balade toujours des mois de l'économie sociale et solidaire, beaucoup en France où je suis très sollicité,
Et partout où je vais, je vois des gisements, mais véritablement d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes, hein, quel que soit le porteur de l'initiative. Et donc je me dis que les Français, ils ne sont quand même pas complètement tombés amorphes, hein, qu'ils ont une capacité de résistance. Hein. Alors il faudrait étudier socialement quelles couches sont encore capables de résister et celles qui au contraire sont dans l'aliénation totale. C'est des analyses qui mériteraient d'être poussées, mais je crois que le mouvement d'initiative locale, hein, de développement territorial est extrêmement intéressant à étudier, hein, et on voit bien que dans chaque territoire, sur des besoins non satisfaits, il y a des réponses, hein, en matière environnementale, en matière sociale, qui ici inventent de nouvelles formes de garde d'enfants pour éviter que précisément là aussi ce secteur soit confié au secteur privé, qui ici inventent de nouvelles formes de maintien à domicile des personnes âgées pour éviter que précisément ce secteur devienne également un secteur lucratif, tombe dans le secteur lucratif. Vous savez quand même qu'on a des outils pour tout ça. On peut très très bien sanctuariser un département sur la création des EHPAD, en faisant en sorte qu'aucun EHPAD sous forme de capitaux privés ne soit créé. C'est le département qui gère l'APA, c'est le département qui gère le financement des personnes âgées dans les établissements. Et il y a un département qui l'a fait, c'est les Landes. Oui. Oui. Depuis qu'Henri Emmanuelli a été élu président, donc il y a belle lurette, aucun établissement privé, commercial, n'a vu le jour dans les Landes. Bah, voilà, il l'a fait. Et apparemment, il y a pas plus de souffrance dans les Landes qu'ailleurs, au moins d'ailleurs. Donc il y a vraiment peut-être des choses à sanctuariser. Et puis il faut repenser les trois termes de ce qui est le fondement du développement économique. Consommation, production, échange. Alors consommation. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de consommation que celui auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle? Vraisemblablement. Il faudrait faire d'ailleurs une éducation des consommateurs, beaucoup mieux qu'elle ne l'ait fait jusqu'à présent. Commencer dès l'école pour faire en sorte que les futurs consommateurs ne soient pas des gogos, qu'on appâte avec tout et n'importe quoi. Peut-être également qu'on peut donner des coups de canif graves dans la grande distribution capitaliste par le développement des coopératives de consommateurs, qui ont quand même joué en France un rôle extrêmement important pendant tout le XXe siècle, qui ont été terrassés, hein, par l'arrivée de Auchan, Carrefour et autres, mais qu'on peut peut-être éventuellement repenser. Repenser véritablement ce qui est utile et non pas ce qui est inutile. Repenser également des choses qui sont nécessaires en termes d'équilibre alimentaire. C'est quand même, faut pas rigoler. Si on consacre 3 minutes de pub à la télé chaque soir pour inviter les gens à maigrir, c'est qu'ils ont grossi d'une façon anormale. S'ils ont grossi d'une façon anormale, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose. Hein, et que ce qui s'est passé, c'est que c'est la malbouffe, hein, c'est tout ce qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous apporte décidément que de bonnes choses. Bon, après avoir repensé la consommation, mais là je pourrais aller très très loin, hein, sur la façon dont on peut repenser la consommation. Repenser la production. Est-ce qu'on est vraiment obligé de produire tel qu'on le produit? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des productions beaucoup plus respectueuses de l'environnement, beaucoup plus respectueuses des hommes qui travaillent dans l'outil de production, qui également permettent aux hommes et aux femmes qui travaillent dans des entreprises de se sentir dans cette entreprise également des citoyens? Hein, les coopératives, il ne s'en est jamais créé autant qu'à l'heure actuelle, des coopératives. Ou bien des SCOP, ou bien des SIC. Hein, c'est extraordinaire que là, il y a un mouvement citoyen qui fait rentrer la démocratie à l'intérieur de l'entreprise. Hein, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, je vais faire une toute petite parenthèse sur l'économie sociale. Cette économie sociale de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, de la gouvernance partagée, c'est celle qui me plaît, moi. C'est pas celle des mutuelles, hein, où on prend des décisions, où un homme prend une décision sans consulter jamais ses sociétaires ou rien du tout. Hein. Donc ça, il y en a marre. Hein, il y en a marre de ces espèces d'empires qui s'appellent l'économie sociale et solidaire, crédit coopératif, le crédit mutuel, hein, les grandes sociétés d'assurance. Putain,
adhérent à la Maïf, hein, j'ai appris un jour dans le journal que j'étais devenu une entreprise à mission. Bon, bah, pourquoi pas, mais peut-être qu'on aurait pu me consulter avant. Voilà. Bien. Donc, puis je suis adhérent à la MGEN aussi. Alors, quand je pense que mon président de la MGEN, il est tombé dans les filets de Mme Schiappa, ça me fait un petit peu de peine, quoi. Surtout pour lui. C'est qui Mme Schiappa? Non, repenser les échanges. Si on repense la production et la consommation, mais il me faudrait une nuit pour tout ça. On repense les échanges. Hein, on repense des échanges courts, des échanges essentiellement uniquement sur l'essentiel. Bref, il y a un travail absolument fantastique. Donc autant de pistes. Et puis je termine sur la dernière que j'évoque, parce que ces pistes, elles sont dans mon bouquin. Il y en a une que j'évoque qui a fait rigoler beaucoup de monde, que j'ai piqué à un sociologue américain, que j'ai découvert complètement par hasard, qui s'appelle Edward Wright, qui est un sociologue qui a écrit à la fin des années 2000, hein, il est mort prématurément, un bouquin sur les crises post-capitalistes du XXe siècle. Écrire les crises post-capitalistes au XXe siècle, au XXIe siècle, les crises post-capitalistes au XXIe siècle. Aux États-Unis, par un chercheur du Wisconsin, je me dis, putain, ça va peut-être quand même quelque chose il faut s'intéresser de plus près. Et alors, Wright a une théorie qui s'appelle celle. Alors, il constate, comme nous venons de le faire ce soir, tous les méfaits du système capitaliste actuel, hein, dans ses outrances, son néolibéralisme et tout. Et il dit, on n'arrivera jamais à faire tomber le système comme ça. C'est une pure utopie. Hein. Les bolcheviks ont essayé en 1917, on a vu ce que ça avait donné. Hein. Donc la révolution comme grand soir, c'est pas possible. Donc il propose autre chose, il propose une autre voie, il propose la voie de l'érosion du capitalisme. Nous allons, les uns et les autres, essayer d'éroder le capitalisme. C'est-à-dire partout où on peut changer la propriété et changer donc la modalité de fonction, eh bien il faut le faire. Alors dans la consommation, c'est créer des coopératives de consommateurs, hein, vous changez le capital de privé en collectif. Hein. Dans la production, c'est les coopératives, hein, vous changez la propriété. Donc comme ça, vous grignotez hein, le capitalisme, et il reprend cette figure hein, de l'érosion du capitalisme qu'on a tous en tête dans nos bouquins de géographie, où on voit une grande vague qui vient progressivement saper les falaises d'Étretat, qui d'ailleurs est en train de se faire, hein, puisqu'elles sont en train de tomber dans l'eau. Donc, voilà, il dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut que partout, on puisse le faire, qu'on nous autorise à le faire, qu'il y ait des politiques publiques favorables pour le faire. Et puis il y a un jour, alors il dit actuellement, enfin non, il ne prend pas l'exemple français puisqu'il est américain, mais il y a un jour où il y aura un point de bascule, c'est-à-dire que l'ensemble de l'économie sera devenu dominé par une autre économie qui est celle, donc, une économie d'entreprendre autrement, de vivre autrement, de privilégier d'autres valeurs, etc. Est-ce que j'ai été suffisamment optimiste, mon cher Non. Non. Par contre, des changements politiques importants et structurels sont nécessaires. Je vais essayer de te répondre en quelques mots avec une ou deux anecdotes. Je te remercie parce qu'à un moment donné, je me suis dit vraiment, je suis dans la désespérance. Le grand soir, c'est pas pour tout de suite. Alors, j'avais envie de faire quelques remarques. Il y a une phrase que j'ai entendue, moi, qui m'a marqué, qui m'a semblé intéressante, qui a dit on ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde qui est fini. Ça, cette phrase que j'ai entendue, elle me semble intéressante, hein, parce que idéologiquement, c'est pas le grand soir. C'est pas le grand soir qu'on attendait quand on était bon, mais c'est subversif. C'est subversif. Parce que si on accepte déjà, vous savez, quand on connaît Gramsci, tous ces idéologues qui ont dit que quand on voulait changer le monde, il fallait commencer par le combat des idées. Et tant qu'on ne convainc pas les gens de quelque chose, ça ne bouge pas. Mais une croissance infinie dans un monde qui est fini, ça c'est un message qu'on peut porter. Bon. Ça c'est quelque part, c'est un acte de résistance.
J'avais écrit dans un texte il y a longtemps qui s'appelait « Et la fraternité bordel » en disant, Je me souviens très bien. tu vois, c'est-à-dire passons de 10% du PIB, puisque tu sais, entre 10%, on représentait 10% du PIB de l'ESS, et l'emploi 12. Passons à 20. C'était l'érosion. L'érosion, progressive. Mais je n'avais pas utilisé le concept d'érosion. Je vais réutiliser. J'ai deux idées. Bien. Donc, il faut effectivement résister. Mais je vais vous donner 2-3 exemples historiques très concrets. Moi, je voyais dans ma rue, en Denis, dans ma petite ville de 65 habitants, il y a maintenant de plus en plus pas des ressourceries, des ressourceries, mais des braderies de rue. Oui. Même dans les petites rues du coin, chez nous, il y a ça. Ça n'existait pas avant, parce que les gens se saisissent de cet autopartage, tu vois, qui est une façon. Alors, selon les quartiers, entre les plus huppés et les moins huppés, vous ne trouvez pas le même produit dans la braderie. Mais c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose que les citoyens, que nous, on peut s'approprier. Ça, c'est l'exemple de ma ville. Bon, c'est un exemple concret. Dans mon village, parce que j'ai aussi mon ancrage dans les Cévennes, dans le petit village de Saint-Laurent-Ligné, que j'en connais bien, on a aussi. Je comprends, oui. Oui, bien sûr. On a aussi ça. Mais quand tu parlais des services publics, dans ce village que je porte dans mon cœur, l'école avait failli fermer. Et quand tu fermes dans un petit village de 300 habitants l'école, il n'y a plus qu'une village. Bon, là, à un moment donné, ils avaient failli, il y a 8 enfants cette année, maintenant il y en a 30. Et il y a des personnes qui reviennent, qui sont... Il y a des changements. Mais c'est vrai que quand on abandonne les petits villages, la poste, on peut trouver des solutions avec la mairie, ou l'école, et qu'il n'y a pas de moyens de transport pour se développer, vous comprenez bien que les gens ils vont se radicaliser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ça paraît désespéré. Donc là aussi, les politiques, tout en confondu, alors il y a la région quand même qui a des écarts, pas cher, il y a eu des choses qui bougent. Hein. Mais c'est une donnée. Et moi, quand même, il y a un truc que je voudrais rappeler, puisque on l'a vécu avec d'autres, et que dans la socio-initiative, on était des acteurs historiques. C'est, au début des années 80, il y a un truc qui s'appelait le sida. Ça vous rappelle des petites choses quand même. Et on s'est retrouvés à l'époque, alors c'était pas le Covid, c'était aussi un virus qui ne sortait pas des poules. Hein. Bon, on ne sait pas ce qui va sortir des poules. Bon, mais on s'est retrouvé avec un virus, avec des personnes qui mouraient, pas de traitement, pas de financement. Et puis, alors, des gens certains mecs qui racontaient, vous savez, les cilatoriums, bref, des peurs irrationnelles qu'on avait eues dans le Covid à d'autres moments, dans d'autres circonstances, si on peut réfléchir à l'histoire. Et on s'est retrouvés dans un moment très précis où la société civile, c'est pas le gouvernement. Tu connais le scandale du sang contaminé, enfin, le beau Fabius. Hein. Bien, pour le coup, il avait pas fait, il y a des choses à reprocher, mais il n'avait pas fait ça. Bon. Bien. Mais, ni Georgina. Ni Georgina, non, ils étaient responsables mais pas coupables, enfin, c'est un autre débat. Bien, mais on s'est retrouvés avec des malades. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des combats qui se sont menés avec des associations. L'initiative était de celle-là. Il y a des aides, il y a l'acteur, il y a tout ça. Donc, chaque sensibilité. Bon, on s'est retrouvés. Et il y a eu des actions qui se sont menées de façon associative qui ont permis de créer la solidarité entre les personnes. L'échange des malades. Par exemple, si vous avez vu le film 101 battements, si vous regardez le truc, vous voyez les acteurs qui combattent, tu sais, les gars, ils arrivent, et bon, il a fallu embêter les labos pour qu'ils produisent les médicaments qui soient accessibles. En France, mais en Europe, mais aussi en Afrique, hein, c'est des combats, sacrés combats quand même. Il y a aussi les médecins qui étaient là. Les médecins, un médecin, normalement, il a des patients. Sauf que les patients, ils étaient impatients. Et les sachants ne savaient pas. Alors quand les savants ne savent pas et les sachants ne savent plus, et quand les patients sont impatients, et quand l'État est impuissant, ça fout le bordel. Bon. Et il y a eu tout un combat, donc les associations sont créées, on a mis en place des structures, bon, peut-être, mais ça a été un combat de la société civile. Je dis qu'il y a des moments, quand la désespérance existe, la résistance peut exister. Ça, c'est une source d'espérance, ça, si tu veux. Bon, moi, j'avais simplement envie de dire, et je dis ça pour aller dans le sens de ton propos, parce que je suis d'accord avec tes constats. On a quelques débats idéologiques de temps en temps, mais je suis peu. En fait, on est assez proches. Mais non, je crois que les constats sont justes. La révolte est nécessaire.
mais que la résistance est indispensable. Et que nous avons, nous, les uns et les autres, que nous sommes ici, à l'endroit où nous sommes porteurs. Nous sommes porteurs de... Nous pouvons être porteurs de cet espace de résistance. Quand on crée une braderie, quand on soutient une ressourcerie, lorsque on crée les actes, on a des tas de façons, mais des tas de façons. Jean Dautric est là, il a fait un truc sur l'Alzheimer, tu sais, précoce. Il a réussi à faire financer par l'État le premier établissement pour les personnes à Alzheimer précoce. On pourrait en parler. Et chacun de nous, à l'endroit où il est, j'en connais un qui est en train de s'occuper actuellement des abeilles, là, pas des abeilles, des frelons asiatiques, parce qu'on commence à se rendre compte dans les grandes villes, dans l'Afrique, là, que les frelons asiatiques, ils tuent les abeilles. Sauf que si il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de développement. En fait, on est en train d'inventer des pièges pour comment tuer les frelons asiatiques. Non, mais chacun d'entre nous, à l'endroit où il est, il peut faire quelque chose. Je crois que c'est important, mais c'est important aussi, et c'est pour ça que la réflexion de Jean, elle est fondamentale. Parce que bon, le premier bouquin, il va nous rappeler l'histoire, d'où on vient, où on était, c'est où on est. Maintenant, à partir de ça, où on veut aller ensemble. Et là, ta pensée, les propos que tu tiens et les propositions que tu fais sont importantes. Mais moi, je retiens, résister. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde qui est fini. Et nous avons notre responsabilité, les uns et les autres, pour agir. Très bien.